الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورمضانكم مبارك. مرحبا بكم في حصة جديدة من سلسلة أسئلة العلم والحضارة. اليوم سنتطرق إلى إشكالية الوعي، la conscience، كما ولدت في مقدمة ابن خلدون. معكم الأستاذ جمال شعبان من جامعة بجاية. مؤخرا pendant une interview, l'architecte Jean Nouvel il a déclaré nous assistons à la mort de l'architecture. Nous assistons à la mort de l'architecture. La question qui se pose, est-ce qu'on peut dans notre environnement, dans notre milieu, faire la même déclaration? Est-ce qu'on peut déclarer la mort de l'architecture dans notre milieu? À mon avis, non. À mon avis, on ne peut pas déclarer, tout simplement parce que c'est Jean Nouvel, il a fait cette déclaration parce que il est dans un autre milieu. Dans un autre milieu où il y a des écoles d'architecture, il y a des pensées sur l'architecture, il y a des écrits sur l'architecture, il y a une histoire de l'architecture, de la production architecturale, il y a une production réelle, et donc il y a des textes de fondation de l'architecture. Donc face à cette situation, face à cette histoire, il a fait cette déclaration qu'il y a la mort de l'architecture, et c'est pas le premier. Même Rem Koolhaas, il a fait la même déclaration dans les années 90. Mais si maintenant je vais poser la question selon la théorie du milieu, dans notre milieu maintenant, est-ce qu'on peut déclarer la mort de l'architecture? Non. À mon avis, non. Tout simplement parce que on va dire les choses telles qu'elles sont. Est-ce qu'on a des textes de fondation de l'architecture? Est-ce qu'on a produit des textes de fondation de l'architecture? Est-ce qu'on a des écoles de pensée en architecture? À mon avis, c'est des questions. Est-ce qu'on a des écoles proprement dites de l'architecture, là en Algérie, pour déclarer qu'il y a la mort de... Est-ce qu'il y a une architecture tout court? Est-ce qu'il y a une production architecturale pour déclarer que cette architecture est morte? À mon avis, non. Actuellement, qu'est-ce qu'on est en train de faire réellement? On est en train de faire des copier-coller. Est-ce qu'on a des textes? Est-ce qu'on a produit des textes dignes de ce nom? Est-ce qu'on a théorisé l'architecture dans nos milieux universitaires? Non. Est-ce qu'il y a des débats sur l'architecture, qu'ils soient au niveau sociétal, que ce soit au niveau académique? À mon avis, non. Donc, pourquoi déclarer qu'il y a la mort de l'architecture? Maintenant, vous allez me dire, est-ce qu'il n'y a rien? Non, oui, il y a quelques individus, il y a quelques architectes qui essaient de donner un sens à leur production, à leurs actes. Et c'est un cas isolé. C'est des cas isolés, comme disait l'Arabi Marhoum. La recherche du sens, c'est une exception. C'est pas la règle dans notre milieu. Et ces gens-là qui essayent un peu de donner sens à ce qu'ils produisent, ils sont en train de nager contre le courant. Est-ce qu'on a besoin, on se pose la question, est-ce qu'on a besoin d'architectes dans notre milieu? À mon avis, après 20 ans d'enseignement dans l'architecture, je me pose la question, est-ce qu'on a besoin vraiment de ce qu'on appelle l'architecte? Parce que qui est architecte? C'est pas un architecte parce qu'on a un diplôme universitaire, au sens sociologique du terme. Est-ce qu'on a des créateurs du cadre bâti? Parce que toutes ces questions-là, à mon avis, on doit les poser, mais malheureusement, il n'y a aucun débat, ni débat sociétal, ni débat académique sur l'architecture. On va dire les choses telles qu'elles sont. Maintenant, il y a des gens qui vont pas être d'accord, mais ça c'est mon avis et je l'assume. Il n'y a pas. Qu'est-ce qu'il y a à l'université en fond? On fait du copier-coller. Et ces dernières années, l'architecture, l'enseignement de l'architecture, c'est devenu du spectacle. C'est du Facebook.
Il n'y a aucune profondeur, hein, il n'y a aucune profondeur de la réflexion. On est à l'image de notre matrice, et on est à l'image de la société en général, de notre matrice, où il y a, où il y a le spectacle qui domine. Donc, pourquoi déclarer la mort de la structure? À mon avis, s'il y a quelque chose qui est mort, c'est nous-mêmes. On est en dehors de l'histoire, en dehors de la conscience, en dehors de la compétition, de la création. Sinon, c'est pas la structure, parce que le phénomène de la structure, il dépasse les architectes. On peut parler de la structure s'il y a une conscience sociale, s'il y a un projet de société. L'histoire de l'architecture nous renseigne ça. Mais si cette locomotive de création elle est absente, donc c'est pas un architecte avec un bout de diplôme qui va faire de l'architecture. Actuellement, je me demande qu'est-ce qu'on est en train d'enseigner. Est-ce qu'on est en train de former des architectes ou c'est des fonctionnaires de l'architecture? Demain, ils vont se retrouver dans une administration pour caser les dossiers dans des placards. Et pour produire ce que j'appelle l'urbanisme du casement. Et là, je veux faire appel à un texte qui est écrit par le professeur Saïd Mazouz sur la production l'urbanisme de Sidi Abdullah. Il a écrit dans un texte qu'il a publié récemment, Houch al-Rih représente le dernier clou dans le cercueil d'un métier mort depuis bien longtemps. Oui, là, il dit qu'il y a déjà un métier, mais pour moi, même ce métier n'existe pas. Il y a des initiatives individuelles, mais au niveau sociétal, au niveau officiel, je me doute qu'on a un intérêt pour ordonner le cadre bâti. Parce que c'est là, lorsque j'étais étudiant dans les années 80, il y avait un ministre à l'époque qui a déclaré qu'on n'a pas besoin d'architecte. À mon avis, on est toujours dans la même règle. On est toujours dans la même psychologie, dans la même... Et aujourd'hui, puisqu'il y a, dernièrement, on a refait le canevas d'enseignement. C'était mieux, à mon avis, d'ajouter une matière qu'on va appeler l'urbanisme du casement. Parce que l'urbanisme de production actuellement qui domine, c'est le casement. On est en train de caser les gens, c'est pas des... Et Houch al-Rih de Sidi Abdallah, il n'est pas l'unique. Dans chaque ville en Algérie, on a fait le même modèle. On est en train de caser les gens dans des cités qui n'ont aucune signification. Là même à la Bijaya, il y a un exemple pareil. Lorsque je l'ai visité pour la première fois, c'est une ville complètement. Et elle est construite sur la base de caser les gens. Et lorsque je l'ai visité pour la première fois, j'ai eu la chair de poule. J'avais la peur. Et là, on est en train de faire pire ce qu'on a fait dans les années 70, dans ce qu'on appelle les unes à l'époque. Mais actuellement, c'est des villes énormes qui s'étalent. On est en train de les caser. On va voir les conséquences après quelques années. Parce que la société, on peut la former par l'urbanisme. Maintenant, je reviens à ce concept de conscience qui s'impose aujourd'hui. Malheureusement, on est là, on est en dehors de l'histoire. On ne sait pas, on ne connaît pas notre passé, on ne connaît pas notre histoire, on ne se positionne pas dans le monde, on est plutôt dans le folklore, la société de spectacle qu'ils appelaient le Guet de Bois. L'ouaï, je reviens au texte d'Ibn Khaldoun, parce que Ibn Khaldoun, il a parmi sa théorie de la théorie de la connaissance, il a fait référence à ce concept de ouaï. L'ouaï, c'est في لسان العرب هو وعي الشيء والحديث يعيه وعيا وأوعاه يعني حفظه وفهمه وقبله فهو واعي. La notion de ouaï. Le Waï Ibn Khaldoun, il a cité
ذكر قضية مصطلح الوعي في موضعين من المقدمة، في الفصول الأولى أين يتكلم عن الوحي، وكذلك عندما تكلم على طريقة التعليم في الفصل السادس، في الباب السادس. يقول طبعا كلمة الوعي وردت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضية الوحي. عندما كان يتكلم عن الوحي قال لما سأله الحارث بن هشام قال ما معنى الوحي، كيف يأتيك الوحي؟ فقال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك فيكلمني فأعي ما يقول. هنا تلاحظون في هذا الحديث أن ولد كلمة الوعي مرتين، مرة بصيغة الماضي ومرة بصيغة المضارع، وكأن قضية الوعي هو جمع بين ماضي وحاضر ومستقبل. والوحي كما يعرفه ابن خلدون بالطبع للوحي درجات. الله تبارك وتعالى أوحى للأنبياء، وكذلك أوحى للنمل وأوحى لأم موسى كما جاء في الكتاب. الوحي كما قررنا كما يقول هي مفارقة البشرية إلى المدارك الملكية وتلقي كلام النفس، فيحدث عنه الشدة من مفارقة ذاتها وانسلاخها عنها من أفقها إلى ذلك الأفق الآخر. عملية الوحي هي قضية هو تلقي شيء، تلقي كلام النفس والانسلاخ من الجسمانية للارتقاء إلى أفق أعلى بصيغة بالمعنى العام. والوحي كما عرفه كذلك محي الدين بالعربي في الفتوحات المكية، يقول هو إنزال المعاني المجردة العقلية في القوالب الحسية المقيدة في حضرة الخيال في نوم كان أو يقظة. قضية الوحي ممكن يكون في المنام، ومن يكون في اليقظة، وهو الارتقاء إلى عالم المعاني المجرد العقلية. هذا طور هو ليس حديث نفس، وإنما هو طور ما وراء العقل. من تجليات الوحي هي الرؤية، كما جاء في حديث قالت عائشة أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي كانت الرؤية، فكان لا يرى رؤيا إلا خرجت مثل فلق الصبح. والرؤيا كما تعرف وهي من معاني الوحي. الوعي ممكن أن يكون إلهاما، ممكن أن يكون رؤيا، إدراك ممكن أن يكون إدراكا، ولكن كلها تقترب في المعنى. الرؤيا فحقيقتها مطالعة النفس الناطقة في ذاتها الروحانية من صور الواقعات، فإنها عندما تكون روحانية تكون الصور الواقعات فيها موجودة بالفعل، كما هو شأن الذوات الروحانية كلها، وتصير روحانية بأن تتجرد عن المواد الجسمانية والمدارك البدنية. عندما الإنسان يرتقي، عندما ينسلخ من جسمانيته يرتقي إلى العالم الروحاني، وهنا تتجلى له الواقعات الموجودة فيها موجودة بالفعل، لأن هذه تصبح نظرة في الوجود. إذن الرؤيا هي نظرة في الأحداث وفيما هو موجود أو فيما يسمى بالكون. في الباب السادس الآن كما يقول ابن خلدون في علم تعبير الرؤيا، كذلك يقول إن هذا الروح القلبي هو مطية للروح العاقل. تلاحظون هنا كلمة العاقل موجودة في كل النصوص، لأنه هذه الظاهرة هي طور ما وراء العقل من الإنسان. هو مطية لروح العاقل من الإنسان، والروح العاقل مدرك للجميع ما في عالم الأمر. إذن العقل الروح العاقل هو مدرك
لكل ما هو موجود في عالم الأمر بذاته، إذ حقيقته وذاته هو عين الإدراك. إذن الإنسان عندما يرتقي بتفكيره فإنه يستطيع أن يسبح في عالم الموجودات، تتجلى له الموجودات كما هي. وقال في نص آخر ابن خلدون قال: هو عقل صرف يتحد فيه العقل والعاقل والمعقول. إذن عملية الوحي أو عملية الرؤيا هو سياحة، هو إسراء إلى المقام الأسرى كما قال ابن العربي. في الباب السادس في الفصل في وجه الصواب في تعليم العلوم وطريق بدايته، ابن خلدون كان يركز كثيرا على ما يسمى بالبيداغوجيا، أيوه ما نسميه بطريقة التعليم. بالطبع هذه المسألة احنا غايبة كليا في مدارسنا، ما زلنا في الحشو العقول، ما زلنا في الحفظ. ولذلك هذه المسألة عملية الارتقاء بالفكر إلى عالم التجريد، إلى العالم المعاني، هذه غايبة في تكويننا. يقول: وقد شهدنا كثيرا من المعلمين، ينتقد معلم في زمانه، وقد شهدنا كثيرا من المعلمين لهذا العهد الذي أدركنا يجهلون طرق التعليم وإفادته. حتى في ابن خلدون كان يعني يلاحظ عناصر تراجع طريقة التعليم، ويقال لماذا كان ينتقدون؟ يقال: يحضرون للمتعلم في أول تعليمه المسائل المقفلة من العلم، ويطالبونه بإحضار ذهنه في حلها، ويحسبون ذلك مرانا على التعليم وصواب فيه، ويكلفونه رعي ذلك وتحصيله، فيخلطون عليه بما يلقون له من غايات الفنون في مبادئها، وقبل أن يستعد لفهمها فإن قبول العلم والاستعدادات لفهمه تنشأ تدريجيا. إذن طريقة التعليم لابد أن تكون بالتدريج، ولا نخلط نهايات المسائل مع بداياتها، ويكون المتعلم أول الأمر عاجزا عن الفهم بالجملة إلا في الأقل وعلى سبيل التقريب والإجمال والأمثال الحسنة، ثم لا يزال الاستعداد فيه يتدرج قليلا قليلا بمخالطة مسائل ذلك الفن وتكرارها عليه، والانتقال فيها من التقريب إلى الاستيعاب الذي فوقه حتى تتم الملكة في الاستعداد. إذن نحضر الطالب في طريقة التلقي، ثم في التحصيل هناك الاستعداد ثم التحصيل، ويحيط هو بمسائل الفن. وإذا ألقيت عليه الغايات في البدايات وهو حينئذ عاجز عن الفهم والوعي وبعيد عن الاستعداد له، كل ذهنه عنها، وحسب ذلك من صعوبة العلم في نفسه، حتى أن الطالب يعتقد أن العلم هو الذي هو صعبا، ولكن في الحقيقة هي طريقة التلقي هي لم تكن سليمة، فتكاسل عنه وانحرف عن قبوله وتمادى في هجرانه. إذن حتى الغرض من التعليم هنا يقع العكس هو تماما، لأن المنهجية والطريقة غير سليمة، فيقع التكاسل والانحراف حتى أن والهجران. وتسأل يعني احنا في المنظومة التعليمية عندنا قضية ما يسمى بالتسريب المدرسي، عدد التلاميذ الذين لا ينجحون في تعليمهم، ما هو السبب الحقيقي؟ هل المناهج التعليم اليوم تحبب للطالب طلب العلم؟ هل ترتقي بتفكيره؟ أم ما زلنا في الحشو العقول بأشياء ما أنزل الله بها من سلطان؟ ما زلنا في الحفظ وحشو العقول. لذلك مسألة هذه يعني طرحت في عهد ابن خلدون، وأعتقد ما زالت مطروحة إلى يومنا هذا. La conscience, c'est une vision de l'existence.
lorsqu'on parle de la conscience, c'est une vision de l'existence et de ce qui existe, de l'être et de l'univers, hein, en quelque sorte. Et là, je vais faire appel à d'autres textes. C'est des textes d'un physicien du XXe siècle qui s'appelle David Bohm. C'est un des spécialistes de la mécanique quantique. Et il a vécu pendant la première moitié du XXe siècle. Et il a des ouvrages intéressants sur la question de la philosophie liée à l'existence, liée à l'univers. Il a un livre qui s'appelle La conscience de l'univers. Il a un autre livre aussi qui s'appelle La plénitude de l'univers. Il dit, il existe peut-être dans cette vision unitaire des choses, de l'existence. Il dit, il existe peut-être un système d'entités inexplorées, chacune dotée d'un ordre implicite, au-delà duquel il peut avoir un ordre implicite commun, qui devient de plus en plus profond, sans limite, et qu'on dernière analyse est inconnu. Cette totalité inconnue et indescriptible, nous l'appellerons holomorphe. Le holomorphe. Elle est la base fondamentale de toute matière. À mon avis, ça c'est un physicien, c'est un physicien qui parle lorsqu'il pose un peu cette question qui va au-delà des apparences de la matière elle-même pour chercher la structure sous-jacente, la structure cachée de l'existence. C'est dans un autre texte aussi, dans son ouvrage La plénitude de l'univers, il dit la connaissance, et là aussi avec cette vision unitaire de l'existence, tous les concepts qu'on est en train de manipuler, ils vont prendre un autre sens. La connaissance, il dit, la connaissance est un processus vivant qui se produit maintenant. Le phénomène de la connaissance, c'est un processus. C'est pas des idées dans la tête, c'est pas des visions qui n'ont aucun sens. Par contre, c'est un processus vivant qui se produit maintenant. Dans un tel processus vrai, nous ne sommes pas simplement en train de parler du mouvement de la connaissance, comme si nous le regardions depuis l'extérieur. Nous sommes en réalité en train de prendre part à ce mouvement. Et nous sommes avertis que ceci est vraiment ce qui est en train d'arriver. C'est-à-dire que c'est une réalité authentique pour chacun de nous, une réalité que nous pouvons observer. Donc, la question de la connaissance, le ma'rifa, c'est de la prise de conscience d'un processus qui se produit maintenant, et non, on est dedans. On n'est pas à l'extérieur, on n'est pas des observateurs, on est dans ce flux universel. Là, je reprends un peu une autre expression d'Ibn Arabi, par exemple. C'est un flux universel. Et cette philosophie, maintenant, j'arrive à cette philosophie qui a dominé un peu la philosophie du Maghreb. La philosophie du Maghreb, qui soit avant l'islam, qui soit après l'islam. Lorsque je lis un peu les textes de Saint Augustin, ce berbère du 4e siècle après Jésus-Christ, mais malheureusement, les Maghrébins, on ne le connaît pas. C'était un Maghrébin, où il est toujours référence en Occident. La philosophie de Saint Augustin, il représente vraiment ce que j'appelle la philosophie populaire du Maghreb. C'est la philosophie d'Ibn Khaldoun, d'Ibn Arabi, qui va suivre après. Qu'est-ce qu'il a écrit Saint Augustin dans les Confessions, dans son ouvrage Les Confessions, il dit, dans cette conception un peu de l'être et de l'existence, il dit, il y a 3 temps. Parce qu'on a dit que dans le phénomène de la conscience, on relie le passé, le présent et le futur. Il dit, il y a 3 temps. Le présent du passé, le présent du présent et le présent de l'avenir. Et il y a les 3 temps en même temps. Les 3 temps, ils sont là. Et il dit, l'avenir soit déjà. L'avenir soit déjà. Le passé soit encore. À mon avis là, si on approfondit un peu le sens de ces mots, on est dans le monothéisme avant la naissance, avant la notion de monothéisme avec l'islam. Et il a dit dans la Cité de Dieu, dans son ouvrage, notre ouvrage, la Cité de Dieu, il a dit il faut avoir le Dieu dans les yeux.
Et ça, ce qu'on appelle la vertu, l'ihsan, hein, dans l'islam. Kandinsky, c'est un des peintres du moment moderne, d'un enseignant à Boos. Il a écrit, c'est par une expérience, comment on accède maintenant, comment on accède à ce niveau de conscience, à cette conscience qui est universelle, hein, qui s'adresse à tous les êtres humains, hein, loin de ce qu'on appelle la religion. Parce que là, c'est un autre sens de la religion. C'est un autre sens de la religion. Il dit, c'est par une expérience de basculement et de dévoilement qu'on peut échapper à notre enfermement et à prendre contact avec le lieu véritable de notre liberté. Inaugurer ainsi l'ère du sens et de l'image, moment de la création pure et utile. L'époque, ce qu'il appelle le grand spirituel, dans son ouvrage du spirituel dans l'art qu'il a écrit en 1911. Donc cette élévation que tous les architectes, tous les créateurs en architecture, ils l'ont vécu. Hein, si on ne se libère pas de soi-même, si on ne revient pas à soi-même, on ne peut pas créer. La recherche du sens et de l'image, ça se passe de la nécessité intérieure, comme disait Kandinsky. Sinon, on ne peut pas parler de l'architecture. Car la création d'une œuvre d'art, comme disait Kandinsky, c'est la création du monde. Donc il faut accéder à la conscience universelle pour arriver à créer l'art ou l'architecture de l'époque. Et à mon avis, cette dimension, elle est complètement aujourd'hui absente dans notre enseignement et dans notre pratique. D'architecture. Maintenant, s'il y a de l'architecture, bien sûr. En conclusion, je vais vous raconter deux histoires qui sont en réalité ces deux conférences que j'ai assistées. C'était lorsque j'étais en France, dans les années 90. Une conférence, j'ai assisté à Oleg Grabar, ce professeur de l'histoire de l'art islamique, de ce qu'on appelle l'art islamique, qu'il a présenté au Collège de France. Il a présenté un peu les caractéristiques de l'art islamique. Il a survolé un peu quelques exemples. Et à la fin de sa conférence, il a dit un mot. Il a une phrase qui m'a marqué. Il a dit le monde islamique, s'il reste à l'état où il est actuellement, s'il continue sur le chemin où il est actuellement, hein, et il va devenir un monde hypocrite. J'ai pas compris le sens de ce mot, mais lorsqu'on regarde un peu le fond des choses, pourquoi il a utilisé le mot hypocrite? Tout simplement parce que l'art, c'est le dire vrai de l'islam, comme disait Hegel. À tous les moments de l'histoire, on était des créateurs. On avait une conscience de nous-mêmes. On avait un projet. On avait une vision. On était des acteurs dans l'histoire, où on arrivait à créer des styles à chaque moment de l'histoire. Prenez le Maghreb par exemple, depuis les Rostomides, les Hamadites, les Almoravides, les Almohades, les Ziyanides, les Omeyyades de Cordoue. À chaque moment de l'histoire, il y avait une élite qui a commencé de rien, de zéro. Hein. Les Almoravides, ils sont sortis du désert. Mais à un temps record, ils ont construit la grande mosquée de Tlemcen, qu'aujourd'hui, on n'arrive même pas à faire quelque chose de pareil. Aujourd'hui, on fait du copier-coller. On fait du spectacle. Et on dit ça, c'est de l'architecture. Ça, c'est pas de l'architecture parce qu'il ne reflète rien. Il reflète le non-sens. Aujourd'hui, on a perdu le sens. On a perdu le sens de la création. Et c'est ça un peu à mon avis. Et j'impose à ce qu'on a besoin des départements d'architecture. Parce que pour former des fonctionnaires de l'architecture, on n'a pas besoin de créer des écoles d'architecture. Yves Lacoste, j'ai assisté à une autre conférence, c'était je crois en 99, c'était Yves Lacoste, c'était un spécial de la géopolitique. Il a fait, je me souviens, au Centre culturel algérien à Paris,
lui, puisqu'il travaille sur la géopolitique, là aussi, hein, il a parlé sur le rôle du Maghreb central hein, dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire méditerranéenne, mais dans l'histoire du monde. Hein. Le Maghreb central qui va devenir l'Algérie après. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, dans tous les bouleversements importants qu'a connu le monde, le Maghreb central, ce qu'on appelle l'Algérie après, était présent et influent dans les événements. Malheureusement, les Algériens ne sont pas conscients de ça. Hein, voilà, c'est un peu une réalité qui est amère. On n'est pas conscient de nous-mêmes. Parce qu'à chaque moment de l'histoire, on était présent, on était des acteurs, on était des créateurs. Là, vous voyez là, je ne parle pas de l'architecture, je parle de la création. S'il y a de la création, s'il y a du sens, s'il y a de la création, il y a la prise de conscience, après on peut parler de l'architecture. Mais de parler de l'architecture sans avoir cette conscience collective, sans avoir une élite et un projet de société, je crois que c'est un leurre. C'est un leurre. Dans ce cas-là, on ne peut pas parler de l'architecture tout court. Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui. Je vous dis Sahar Mdaikoum, Sahar Torkoum, et à la prochaine, Inch'Allah. Au revoir.